Donc, ce matin, on va parler des laits. Les laits. Et déjà, on va voir c'est quoi le lait. Le lait qu'on va parler ce matin, on va parler d'un liquide biologique et comestible blanchâtre, produite par les glandes mammaires des mammifères, femelles bien sûr. Seule source de nutriments pour les jeunes mammifères. Il porte les anticorps de la mère, très intéressant. Il est produit dès la fin de la gestation de la progéniture, donc dès que le bébé sort du ventre de la mère ou de la femelle. Et on utilisait déjà les laits des animaux. On a retrouvé ça moins 7000 à 9000 ans avant Jésus-Christ. Donc le lait est quand même quelque chose qui de tout temps a fait partie de notre nourriture. Mais attention, on va voir. Est-ce qu'aujourd'hui on boit encore vraiment du lait? C'est ça la question. Et puis je vous ai préparé... Voilà, je vous ai préparé les petites choses là. Tac, on va se mettre en petit écran. Hop, notre studio que je puisse voir en grand. On ne vit qu'une fois. Ouais, bah justement, ouais. Ah, ça peut être à double tranchant. Est-ce qu'on vit qu'une fois puis on fait n'importe quoi justement parce qu'on vit qu'une fois, ou est-ce qu'on vit qu'une fois puis on essaye de vivre le plus longtemps possible parce que justement on vit qu'une fois. Chacun sait... Ça dépend. Le lait. Et je pense que ça devrait aller si je... Faut pas que je fasse des bêtises. Oui. Le lait contient des glucides, du sucre donc, hein. Environ 50 grammes de sucre par litre de lait, il faut quand même le savoir. Et le principal sucre du lait est le lactose. Pourquoi ça s'est éteint là? Il n'aime pas que je travaille. Et c'est le lactose qui nous pose souvent problème, dont l'intolérance. Et là, on va parler de l'intolérance. L'intolérance, c'est quand vous n'arrivez pas à séparer le lactose. Vous voyez la molécule de lactose. Il nous faut une enzyme, la lactase, pour séparer le glucose et le galactose, afin que ça puisse être digéré. Et si on n'a pas assez de lactase en nous, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que dans tous les laits, il y a du sucre. Alors attention, on va justement parler des différents types de lait. Mais oui, le lait c'est du sucre. Mais c'est pas du sucre rapide. Enfin, c'est pas du sucre ajouté. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est du sucre, mais c'est pas du sucre rajouté comme tu vas trouver du sucre rajouté dans des choses. Il y a beaucoup de choses qui contiennent du sucre. Les pâtes, le riz... Enfin voilà, on mange, tous les jours on mange du sucre, on a besoin de sucre, mais du sucre glucide, pas du sucre rapide, rajouté, machin. Je me suis trompée, c'est pas celui-là. Hop. Voilà, pour être digéré, le lactose doit être digéré dans l'intestin grâce à une enzyme, la lactase, qui permet d'obtenir du glucose et du galactose, qui peut être assimilé après par l'organisme, parce qu'on a besoin. Quand tu réfléchis beaucoup, tu fais des jeux, tu streams, tu fais des jeux vidéo, n'importe quoi. Ton cerveau, il a besoin de glucides, vraiment. Cette enzyme présente en grande quantité durant l'enfance, hein, puisque le bébé en général, il est allaité, diminue avec l'âge. Lorsque cette enzyme n'est plus présente en quantité suffisante, eh bien le lactose n'est plus digéré et entraîne l'apparition de troubles digestifs. Aïe aïe aïe, ça fait mal, des crampes, des ballonnements, des douleurs, de la diarrhée même. Et oui, on y arrive. Les sujets bien intéressants, c'est l'intolérance au lactose. Et je sais pas, c'était pas écrit là,
Mais est-ce que j'avais noté ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que 75% de la population sont intolérants au lactose, les amis. Et oui, et oui, et oui, et oui. En fait, si vous regardez dans les autres cultures, ben justement en Asie, surtout en Asie, un petit peu en Afrique aussi, les adultes ne boivent pas ou rarement du lait. Ils ne le supportent pas. C'est ici en Occident qu'on a gardé, nous les adultes, beaucoup plus longtemps cette enzyme, cette habitude de boire du lait. Mais on voit que de plus en plus, les adultes aussi, en Occident, ne peuvent plus boire de lait. Et le lait contient aussi des graisses, des lipides. Hop. Les matières grasses représentent entre 35 et 45 grammes par litre de lait. Cette teneur varie en fonction de l'alimentation et de la race. Donc de la race, ça peut être vache, brebis, chèvre, etc. On va voir plus tard. Des différences qualitatives, quantité d'acides gras polyinsaturés existent également, notamment en fonction de la composition de la ration. Qu'est-ce que l'animal va manger? Voilà, on voit, il y a des fois prairies, foin, enfin voilà. Le lait renferme plus de 400 acides gras différents. Les acides gras saturés représentent environ 65% du total, contre 35% pour les insaturés. Parmi les principaux présents, on peut citer les acides gras à chaîne courte, comme l'acide myristique. Bon, je connais moins ça. L'acide palmitique, l'acide stéarique, ainsi que l'acide oléique. Mais on va pas parler ça. Le lait contient également du cholestérol. Ouais, bon, on en parle du cholestérol. Non, on va pas en parler. Hop là, ça, je peux enlever. Les mammifères en général arrêtent de boire du lait quand ils sont sevrés. Exactement. L'homme a-t-il besoin d'en boire quand il n'est plus nourrisson du coup? Oui, c'est la grande question. Bah justement, comme je disais, ça fait des millénaires que l'homme, l'être humain, boit du lait de l'animal. Mais la question, c'est est-ce que réellement, on boit encore du vrai lait de l'animal? Et ça, on va le voir plus tard, parce qu'il existe tellement de types de lait. Et en fait, finalement, est-ce que ce qu'on boit actuellement, ce qui est noté lait de vache, est-ce que c'est vraiment encore du lait de vache? Les amis, moi je vous dis que franchement, ça fait peur. Ça fait peur ce qu'on boit. Et puis, je pense pas que l'homme a besoin de boire du lait. C'est pas un besoin vital. Hein, on peut très bien s'en passer. Des gens ne boivent plus de lait. Mais le lait, bah, comme c'est très sucré, hein, c'est très addictif. Hein, je le vois aussi. Il y a vraiment aussi des personnes qui sont addictes au lait, faut le dire, vraiment. Parce que c'est du sucre. Oui, oui, oui. C'est comme le miel, le chocolat. Voilà, c'est une addiction, on peut dire ça. Ok, j'écoute. Tu vas rester jusqu'à la fin pour découvrir le suspense. Avec tout ce qu'ils mettent dedans, c'est plus de lait 100% nature. Alors, c'est pas ce qu'ils mettent dedans, tu verras. Tu verras. Je vais pas en dire trop, parce qu'attends, il faut que les gens ils restent sur le stream, là. Découvrir la fin mot de l'histoire. Tac. On va parler aussi... Alors, il contient donc des glucides, lipides, protéines, donc il contient tout. Le lait, c'est quand même un aliment très complément, enfin très complet, on va dire. Super important, surtout pour les nourrissons, mais les petits enfants aussi, parce que le sevrage, en fait, en Occident, se fait très tôt,
3 mois, 6 mois, voire une année. Mais réellement, le sevrage devrait se faire entre... En tout cas, avant qu'on puisse avoir n'importe quoi comme nourriture accessible, que c'était difficile pour la mère d'avoir de la bonne nourriture, la mère allaitait son enfant, ça pouvait être jusqu'à 3 ans, 5 ans. On pense même, certains ont retrouvé jusqu'à 8 ans, mais c'était pas un allaitement comme tu vois les bébés qui allaitent 3 fois par jour, quoi, enfin même 10 fois par jour. Mais bon, c'est pas comme dans Game of Thrones pour ceux qui ont la ref. Petite scène bien des gosses. Ça c'était vraiment horrible. L'allaitement d'un semi-adolescent, je dirais. Non, mais non, je veux pas en parler, ça me dégoûte. Il contient des protéines. 1 litre de lait amène environ 32 grammes de protéines. Caséine, protéines de sérum et les enzymes, très importantes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est important? Voilà, les caséines sont des grosses protéines qui coagulent pour faire le caillé. Ce sont elles qui jouent dans la fromageabilité du lait. Aïe. Il existe plusieurs types de caséine. Bon voilà. Les protéines du sérum sont celles que l'on trouve dans le petit lait. Elles sont solubles et composées de alactalbumine, lactoglobuline. Bon voilà, on va pas entrer dans le sujet de tous ces termes. Par contre, on peut voir que certaines protéines de lait, donc les caséines et la bêta-lactoglobuline sont les plus incriminées dans l'apparition d'allergies aux protéines de lait de vache. Les allergies qui ne sont pas donc l'intolérance, vraiment la différence. L'allergie, les gens commencent à avoir de l'eczéma. Les bébés, enfin les petits-enfants ont de l'eczéma. Et ça serait donc la faute de ces protéines. Tant que je suis à mon PC, je reste. Mais je suis appelée ailleurs, je m'absenterai, mais je reste en l'heure. Ok, merci. Merci Didi, c'est trop cool. Une histoire de lune, tout ça. Ouais. T'as la rêve, c'est bon. Le lait contient aussi des oligoéléments et des minéraux. Du calcium. Voilà, minéralisation osseuse, contraction musculaire, coagulation, voilà, Et puis du potassium, du sodium, du zinc. Bien sûr que le lait, le vrai lait, on va avoir la différence, contient d'excellentes choses. Des vitamines aussi. Le lait contient des vitamines hydrosolubles B, C, A, D. On retrouve notamment de la vitamine B1 et de la vitamine B12 qui forment les globules rouges, le système nerveux, etc. La quantité de vitamines liposolubles est directement liée à la quantité de matière grasse. Donc la matière grasse, vous verrez qu'on peut modifier dans les laits. La vitamine A intervient notamment dans la vision et la peau. La vitamine D participe à la construction osseuse et la bonne santé et la bonne immunité. Voilà, ça c'était la première partie que je voulais voir avec vous. Le lait, qu'est-ce que c'est? Donc ça contient vraiment tout ce qu'il faut pour une bonne alimentation, donc complémentaire. C'est pour ça que les bébés boivent ça et les petits-enfants boivent ça. Et après, nous les adultes, on peut en boire avec modération. Mais lesquels on va boire? Lesquels boire? La deuxième chose que je voulais voir avec vous, là, c'était justement la différence entre allergie et intolérance. Donc vous avez pu le voir, l'allergie, c'est vraiment qu'on a... c'était dans l'autre, je crois, mais c'était juste en dessus. Ouais, c'était dans l'autre. On ne supporte pas certaines protéines qui sont dans le lait.
qui va donner souvent de l'eczéma, alors que l'intolérance, c'est un manque d'enzymes. On a vu sur la première image, c'est un manque d'enzymes qui... Attends, je peux la reprendre celle-là? Parce que moi j'ai mis mes petites feuilles. Ah oui, voilà. Qui coupe ici le lactose pour faire deux sucres différents. Le sucre du glucose et le sucre du galactose. Et ça va donner plutôt des problèmes digestifs. Mais il y a quand même 75% de la population qui sont intolérants au lactose. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je veux dire, voilà. Est-ce que l'adulte est vraiment fait pour boire du lait? À chacun d'y répondre personnellement. On va parler de l'écrémage. Écrémer. L'écrémage consiste en une centrifugation du lait afin de séparer, déjà là on va toucher au lait, séparer les graisses du lait. Constituant la crème et le lait maigre qui ne contient presque plus de matière grasse, la crème du lait est ensuite utilisée pour la production, pour faire du beurre ou de la crème. Et là, il y aura déjà 3 familles de lait au niveau de l'écrémage, enfin on va dire 4, parce que le premier, c'est le lait écrémé, donc on sort complètement toute la crème de ce lait. C'est le lait qui est, alors je crois qu'en France c'est à peu près les mêmes couleurs, mais le lait écrémé ici en Suisse il est vert, il a vraiment 0,5% de matière grasse. Je sais pas s'il a encore du goût, moi je le bois jamais, c'est assez rare que les gens prennent ça. Le deuxième c'est le lait demi-écrémé, on enlève une bonne partie de la crème. C'est le lait bleu, normalement en France c'est aussi le lait bleu, qui est à 1,5-1,8% de matière grasse. Et ça, en France par exemple, c'est 86% de la population qui consomme ce lait-là. Il faut savoir que c'est très, très intéressant. En Suisse aussi, on est un peu à 70% à peu près. Et puis le lait entier. Et là, on a 2 types de lait entier. On a le lait entier avec 3,5% de matière grasse. Donc là aussi, en fait, on va enlever le gras et on va remettre la quantité pour arriver à une pour le standardiser. Là, on le voit après standardiser. Donc, et puis le 4e lait qu'on entend moins parler, c'est celui qu'on ne fait rien. Voilà. Bah, il y a une vache, des fois, voilà, son lait sera à 3,5% de matière grasse, puis une fois, elle sera à 4%, et puis voilà. Puis on va pas standardiser, on va pas toucher. On va le laisser au naturel. Ah, le demi est bleu. En tout cas, en Suisse, le demi est bleu, et il me semble qu'en France, c'est pareil. C'est souvent 15 à 18 grammes de matière grasse par litre de lait. Le vert, j'ai pas souvenir d'en avoir croisé souvent. Ouais, c'est assez rare. C'est vraiment celui où t'enlèves presque tout. Genre, c'est pour des gens qui aiment pas boire le gras. Je sais pas, des fois, il y a des modes comme ça. Il faut enlever le gras et puis... alors que c'est complètement... pardon. Stupide, mais voilà. Et puis, on voit ici, standardisé, justement, c'est le taux de matière grasse présent naturellement dans le lait, bah, qui est variable. Ah, bah, ça fait partie de la vie, quoi. On est tous différents, les vaches sont différentes, ça dépend de la race bovine, l'alimentation, les saisons. Est-ce que quand on tire son lait au printemps, en été ou en automne? Le lait de consommation, quant à lui, possède souvent un taux de matière grasse qui a été ajusté volontairement à un certain pourcentage. Donc, c'est vraiment... c'est comme les fruits et les légumes calibrés, quoi. Là, on se retrouve dans une sorte de standard. On veut que ça soit normal. Voilà. Il faut que tout soit normal. L'ajustement se fait en mélangeant du lait entier et du lait écrémé jusqu'à l'obtention du taux de matière grasse souhaité. Donc on va mélanger les laits pour arriver à ce soit 3,5%, soit ce 1,5%. Donc voilà, ça c'est les 3 grandes familles de lait, on va dire 4 avec celui qui est naturellement, voilà. L'homogénéisation, on va en parler plus tard.
Ce sera le thème de la fin. Et puis, ensuite de ça, on va retrouver le lait cru, on va en parler plus tard, mais on a le pasteurisé UHT. Et j'ai découvert en fait en France, je ne sais pas si là on en parle, il y a un traitement qui se fait qu'on n'a pas en Suisse. Ah voilà, on va en parler. La stérilisation. Il s'agit d'un lait au goût brûlé trouvable en France il y a quelques années. Je ne sais pas si ça se fait toujours en France. La stérilisation, en fait, c'est pas... Ouais, on pourrait dire c'est le pire que tu puisses faire. Qui consiste à chauffer le lait à 110-120 degrés pendant 10 à 20 minutes. Et un autre traitement thermique qui n'est cependant pas pratiqué en Suisse parce qu'il provoque une altération du lait beaucoup plus prononcée que le chauffage UHT. Il est encore pire que le UHT. Là, je m'emballe. Là, je suis partie, là. Le lait stérile, ça doit être spécial car pareil, je n'ai pas croisé. Ouais, c'est assez rare, mais je sais pas si ça se fait toujours. On va voir maintenant. Donc le premier, c'était la stérilisation, le pire du pire. Le deuxième pire du pire, mais c'est celui que tout le monde boit, c'est le lait UHT. Moi aussi. Ah, mais attends, je peux me baisser là? Est-ce que ça augmente? Ah, miracle! Pardon. Oui, tu vois. Voilà, c'est moi. Je découvre des trucs en live encore. Le traitement UHT. Apparemment, alors ça je savais pas, mise au point en Suisse. Alors je sais pas si ça a été inventé en Suisse ou si c'est parce qu'en Suisse on l'a appliqué à partir de 1951. Bref, peu importe. C'est vrai qu'en Suisse on est des gros consommateurs de lait. Je sais même pas si c'est pire qu'en France, mais en tout cas on se ressemble assez. Le procédé UHT fut une véritable révolution dans l'industrie laitière, bien sûr. On verra pourquoi. Ouais, ça veut dire upérisation haute température, ultra haute température. Le principe, c'est que le lait est porté à une température très élevée, entre 140 et 150 degrés, pendant 2 à 5 secondes. Le produit est considéré comme stérile et un grand nombre d'enzymes sont inactivées. Alors bon, bien sûr, l'avantage. Pourquoi on a fait ça? Le grand avantage. Moi, j'ai un peu la lumière qui est trop forte, mais bon, j'espère que ça ira. Le grand avantage, bien entendu, c'est la conservation. Trop bien. On peut conserver le lait 3 mois, voire plus 6 mois même. Quel gros avantage. Pour nous, les consommateurs, bien sûr. On pense à nous, bien sûr. Mais aussi pour les distributeurs, bien sûr, bien sûr. Le lait se conserve sans problème à température ambiante. En plus, il se conserve à température ambiante. Pardon. Mais, quelle magie! Bien sûr, ça a été une révolution. Voilà, tout le monde était content. Ah, merde, c'était pas ça que je voulais enlever. C'était lequel? Attends, je l'ai juste mis un peu trop loin. C'est pas celui-là. Bref, c'est pas grave. Et même après la date d'expiration, c'est vrai? Je sais pas. En fait, oui, permettant de réduire de manière drastique les coûts logistiques de stockage. Donc, ça a fait baisser le prix du lait. Ça a permis que tout le monde puisse avoir accès au lait. Parce que sinon, il fallait aller directement à la laiterie, en fait. Curieusement, à l'heure du développement durable, on le retrouve fréquemment en train de remplir inutilement les frigos de certains grands magasins. Et oui, en fait, là, ils expliquent que même que c'est un lait qui se conserve hors frigo, on va le retrouver dans les frigos. C'est une aberration. Inconvénients. Alors bon, là, ils sont sympas, hein, parce que pour moi, l'inconvénient est énorme, mais légère modification du goût. Moi, les amis, je vous dis, testez les laits. Faites des expériences. Vous achetez du UHT, du pasteurisé. On va le voir après. Le lait cru, si vous avez la possibilité d'en goûter une fois dans votre vie. Et vous testez, vous goûtez. Franchement, il n'y a pas photo.
les goûts sont complètement différents. Exige un emballage imperméable, à la lumière, ouais, bon voilà. Pour eux, il n'y a que ça comme inconvénient. Non, les inconvénients principaux de UHT et pasteurisé, ça va dénaturer les protéines. Ça va dénaturer 40 à 80% des protéines qui sont dans le lait. Déjà, première chose. Ensuite, on va détruire une grande partie des vitamines. Les amis, on va perdre en fait le cœur du lait, minéraux, vitamines. 20 à 30% des vitamines sont dénaturées et détruites. Et on va détruire aussi les enzymes qui sont dedans. Et la microflore, tout ce qui est positif en fait. En fait, on a... c'est comme... Tu trouves une super solution, mais en fait, c'est une fausse bonne solution. C'est... Voilà. C'est vraiment la tristesse, quoi. On est en train de parler justement du UHT. C'est en fait ce qui se boit le plus. Donc, 80% de la population boit du lait UHT. Mais est-ce que c'est vraiment encore du lait, les amis? Alors, le côté positif, c'est qu'on peut le garder pendant 3 mois, 6 mois. Super, super, on a économisé de l'argent au niveau de la distribution. Nous, les consommateurs, on peut le garder. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y a plus rien dans ce lait. En fait, on a tué le lait. C'est ce que je disais, on perd 40 à 80%, on dénature les protéines à un taux de 40 à 80%. On a 20 à 30% de perte de vitamines. On détruit l'enzyme, les microflores. En fait, pour moi, je vais vous le dire franchement, le lait UHT, c'est du lait mort. Ce lait est mort, les amis. Et puis, donc on parlait du traitement UHT, on a le deuxième traitement. Attends, il est un peu plus haut. Ah, il y en a même... Et là, j'ai découvert, il y a la pasteurisation et la pasteurisation haute. Attention, ça c'est nouveau. La pasteurisation haute, elle est à mi-chemin entre la pasteurisation classique et le traitement UHT. Je crois que c'est assez récent, ça. C'est... De nouveau, tu chauffes le lait, 85-134 degrés. Ça détruit la quasi-totalité des germes. Ouais, super. Bah, l'avantage, de nouveau, c'est la conservation. Là, par exemple, entre 21 et 30 jours. L'inconvénient, c'est que la durée de conservation est moins longue. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que ça m'agace un petit peu. Mais voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que de nouveau, tu vas dénaturer les protéines, tu vas perdre des vitamines, tu vas perdre les enzymes, la microflore. En fait, tu vas tuer de nouveau le lait. Et puis, celle qu'on a l'habitude de voir dans les magasins, c'est la pasteurisation. C'est celui qui est aussi le... Alors, le UHT est le plus bu. Ensuite, c'est le pasteurisé. La pasteurisation, c'est le traitement thermique du lait qui est plus doux. Voilà, là, on commence un peu à être plus sympa avec lui. On chauffe le lait à une température entre 72 et 85 degrés pendant 15 secondes. Puis on le refroidit immédiatement, attention. Ce traitement doux permet d'éliminer toutes les éventuelles bactéries pathogènes. Ok. Mais il supprime aussi une partie de la flore normale et les enzymes actives. De nouveau, voilà, c'est pas top top. Mais voilà, c'est le moins pire du mieux. Revenons à la pasteurisation. Pour eux, tu vois, là ça me fait rire, mais pour moi c'est triste, tu vois. Ils disent l'inconvénient, une partie des enzymes et de la microflore va continuer la dégradation progressive du lait, entraînant une conservation plus courte que pour d'autres traitements thermiques plus violents. Pour moi c'est un avantage. Alors oui, c'est un inconvénient au niveau de la conservation, mais c'est un avantage, ça veut dire que ton lait là, il est vivant. Il vit encore, il a des enzymes, il a la microflore. Là, tu rentres dans quelque chose qui est intéressant. Alors oui, certes, tu vas pouvoir le conserver entre 7 et 10 jours dans le frigo. Et une fois que tu l'as ouvert, il faut le consommer rapidement. Mais là, je me dis, tiens, ça c'est vivant, tu vois. Parce que ce qui est vivant peut mourir. Ce qui est mort est mort. Tu peux pas le tuer. Encore plus. Enfin, je veux dire, le lait mort,
Tu le poses, c'est une brique, tac. Dans 6 mois, 12 mois, tu peux l'ouvrir, tu le bois. De toute façon, il est mort. Il va pas mourir. Est-ce que j'ai envie de boire quelque chose de vivant pour me sentir vivant, ou est-ce que j'ai envie de boire quelque chose de mort? Peut-être ça amène la mort aussi. C'est ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Et on a le lait cru. Mes amis, si vous avez jamais bu de lait cru, mais essayez d'aller chez un producteur, allez goûter une fois. Moi c'est toute mon enfance, tu vois, je suis née dans une ferme. Et c'est le goût de mon enfance. Mais c'est spécial, on n'a pas l'habitude. Je peux comprendre, c'est surprenant. Mais juste faites l'expérience une fois. Alors, le lait cru contient des bactéries inoffensives de manière tout à fait normale. Je répète. Le lait cru contient des bactéries inoffensives de manière tout à fait normale. Parmi cette flore normale du lait, on trouve les fameuses bactéries lactiques qui disposent d'une utilité technologique, puisque ce sont ces souches de bactéries qui sont utilisées pour fermenter le lait et produire du yogourt, du fromage. Elles assurent aussi un certain rôle de protection du lait cru contre les bactéries pathogènes. Je répète, elles assurent aussi un certain rôle de protection du lait cru contre les bactéries pathogènes. En occupant l'espace, c'est la même chose dans notre microbiote. Il y a des bonnes bactéries, il y a des mauvaises bactéries, elles sont ensemble, on va dire comme certaines populations. Tant que tu laisses et que tu nourris les bonnes bactéries, ben les mauvaises bactéries, elles peuvent pas prendre le dessus. Mais elles sont là. C'est pas grave. Mais si tu commences à vouloir changer des choses, tout d'un coup tu vas enlever les bonnes bactéries et qu'est-ce qui va ressortir? Ben les mauvaises bactéries vont prendre toute la place et voilà, c'est le bordel. Le lait cru. Ces bactéries se nourrissent des sucres, des graisses et des protéines du lait pour produire des composés aromatiques complexes et des acides, ce qui est recherché dans la production de fromage et de yaourt. Tiens, est-ce qu'il y aurait du goût dans le lait cru? Mais oui, je vous avoue, c'est pas facile de trouver du lait cru, c'est pas facile d'en boire. Moi, je bois très peu de lait. Je vous le dis, voilà, je vous le cache pas. Mais mes enfants, ils en boivent beaucoup. Je peux pas acheter tout le temps du lait cru, c'est pas possible parce que je dois aller au marché et c'est rare d'en trouver. Alors voilà, je prends du lait pasteurisé. Mais franchement, le lait cru, c'est vraiment, c'est la vie, quoi. Elle transforme donc le lait ou le dégrade lorsqu'on ne le maîtrise pas, ce que l'on recherche à éviter pour le lait de consommation qui doit rester le plus proche des caractéristiques initiales du lait frais. Le lait contient également lui-même une multitude d'enzymes qui font qu'il pourra s'auto-dégrader rapidement. Oui, il va s'auto-dégrader parce qu'il est vivant. Les enzymes, c'est la vie. Les divers traitements à la chaleur ont en commun de fonctions indispensables. Voilà, garantir la sécurité en tuant par la chaleur des agents pathogènes. Ça, c'est parce qu'il y a eu des cas. Mais nos ancêtres ont de tout temps bu du lait cru. Et oui, de temps en temps, il se passait des choses. Mais je veux dire, si tout est bien fait, voilà, le risque est là. Mais le risque, voilà, de nouveau, on veut vivre dans un monde où il y a risque 0%. C'est comme ça, hein. On est dans une société où on veut tout contrôler. Et bien sûr, il prolonge la durée de conservation. Mais il détruit les enzymes et la microflore. Et oui, c'est la triste réalité, les amis. Du coup, c'est lequel qui se rapproche plus du lait cru, genre dans les grandes surfaces? Celui qui se rapproche le plus, c'est le lait pasteurisé que tu vas retrouver dans les frigos. Attention, parce qu'on a vu tout à l'heure que certains laits UHT se retrouvent dans les frigos alors qu'ils ne devraient pas être dans les frigos, puisqu'ils n'ont pas besoin d'être dans les frigos. Donc il faut vraiment que ça soit écrit pasteurisé. C'est le moins pire du mieux, on va dire. Moi, c'est celui que, voilà,
j'achète le plus souvent. Et puis, il se conserve entre 7 et 10 jours. Mais déjà, il a du meilleur goût. Et après, ça sera le lait entier. Mais on va voir que j'ai découvert aussi un autre lait. Bah ça, donc on a vu lait entier, lait demi-écrémé, lait complètement écrémé, on enlève la crème. Après, on travaille sur les laits. Donc on a la stérilisation, le UHT, pasteurisation haute, pasteurisation et crue. Mais, on va parler d'un procédé, les amis, et là vous allez comprendre pourquoi on a des problèmes aussi au niveau de nos intestins à force de boire du lait. Et oui, et oui. Homogénéisé. Là, on va le lire là sur le... C'est assez neutre, mais après on va voir, ça explique comment ça se passe. Homogénéiser les globules gras du lait ont naturellement tendance à remonter en surface pour former une couche crémeuse, flottant sur la face plus maigre du lait. Cette propriété de la graisse pose problème dans le cas du lait de consommation. Oh oui, bah oui, la graisse flotterait dans le verre du pauvre consommateur. Oh non, il resterait collé à la paroi de la brique de lait. Oh, bah ouais, ça serait dommage. Non, je suis très remontée là, je suis désolée. Je pensais pas que ça me toucherait comme ça à ce point, mais... Le procédé d'homogénéisation... On a trouvé une solution, les amis! Consiste à faire éclater les globules de matière grasse en fines particules. Pour cela, on fait passer le lait au travers d'une buse avec une pression à 100 bars. Allez, on y va, on va l'éclater ce lait. Pour le lait destiné à la pasteurisation. Mais attention, on peut même aller jusqu'à 250 bars. Pour le lait destiné au chauffage à ultra haute température. Alors là, on va l'éclater, les gars. Il n'y a plus rien qui va rester. La température et la pression déterminent la taille des globules gras résultant de ce traitement. Celle-ci ne remonte ainsi pas à la surface, mais se répartit. C'est beau, la magie. De façon homogène dans la phase aqueuse du lait. Ce qui empêche la séparation de la crème, même après un entreposage de plusieurs jours. Ah, c'est génial, la magie! C'est la magie, les amis! Vous mangez trop de yogourt, je ne sais pas si c'est bon, on va faire péter la baraque. Et on va voir tout ça maintenant. Hop! Et maintenant, on va voir, mais c'est quoi ce processus d'homogénéisation? J'ai essayé de chercher, d'ailleurs en faisant cette préparation de stream, j'ai essayé de chercher un lait. J'éclate du lait. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton métier? J'éclate le lait toute la journée. Trop bien. J'ai essayé de chercher du lait non homogénéisé. Eh bien, c'est méga difficile, les amis, c'est méga difficile. J'espère pouvoir une fois en trouver, parce que j'aimerais vraiment le goûter. Alors, le lait cru est non homogénéisé, mais ce que je veux dire, apparemment, dans certains commerces, tu peux trouver des laits pasteurisés qui n'ont pas été homogénéisés, par exemple. Alors, le lait contient naturellement des globules de gras qui sont plus légers que les protéines, les sucres et les sels minéraux contenus dans la partie aqueuse du lait. Cette graisse a donc tendance à remonter en surface et à former une couche de crème qui, avec le temps, peut se transformer en grains de beurre. Je ne sais pas si ça vous avez déjà vu, c'est vraiment dans le lait naturel, le lait cru, que l'on peut voir ça. Pour éviter cela, les industriels envoient le lait avec un système de haute pression au travers de petites ouvertures afin de réduire les particules de matière grasse. Vous savez, comme quand vous secouez quelque chose, vous mettez de l'huile avec de l'eau et vous secouez très fort. Et ça
plus ou moins, ça se mélange, il y aura toujours le gras qui va rester mais en toute petite quantité. Puis si vous laissez reposer, eh ben, le gras va souvent remonter à la surface et faire une belle couche. Eh ben, c'est exactement ça. Cette haute pression va réduire les particules de matière grasse à un diamètre, attention, de l'ordre du micron. Ça, c'est très important, les amis. Ça, non? Tu peux pas? Ah non, ok. Cette réduction supprime la force ascendante des particules de graisse et se permet au lait de garder dans le temps un aspect homogène. Très bien, on est content. Voilà, il y a même un petit schéma que je trouvais très intéressant. Attendez. La source, c'est Wikimedia, si jamais. Ça, il n'y a pas... Donc... Les petites molécules, les grosses molécules de lait, hop, elles passent là. Qu'est-ce qui se passe ici? Bam, elles sont homogénéisées et voilà, ça fait des toutes petites molécules de gras dans le lait. Mais les amis, il y a toujours une conséquence de ce qu'on fait. Nous jouons aux apprentis sorciers. Le processus d'homogénéisation du lait dénature sa consistance et modifie son temps de vidange dans l'estomac. Je répète, le processus d'homogénéisation du lait dénature sa consistance et modifie son temps de vidange dans l'estomac. De façon générale, plus un aliment est gras, plus l'estomac le garde longtemps afin de le prédigérer, grâce au suc gastrique, les protéines et les lipides avant de l'envoyer dans l'intestin. Ok? Jusque-là, ça va? Vous suivez? Vous êtes tous endormis? J'ai perdu mes viewers. Et... je vous en veux pas. C'est le matin, il faut se concentrer. Ainsi, le temps de vidange d'un lait non homogénéisé, donc normal on va dire, sera plus long, car l'estomac sera en mesure d'identifier le gras qu'il contient. A l'inverse, un lait homogénéisé a une texture aqueuse, qui trompe l'estomac, et son temps de vidange est très court, et il passe beaucoup plus rapidement dans l'intestin. Je répète, son temps de vidange est très court, et il passe beaucoup plus rapidement dans l'intestin. Toujours là! Trop bien. Allez, debout tout le monde. Et vous restez jusqu'à la fin. Hein. Après, j'ai encore une surprise, il faut que je vous dise. Bon, ceux qui étaient là au début, ils savent déjà, mais c'est pas grave. Vous restez quand même. Les conséquences, les amis. Les conséquences. Oups. Les conséquences de cela sont une moins bonne digestion des protéines laitières au niveau de l'estomac. Première chose. Ces protéines arrivent au niveau de l'intestin et peuvent, moi je dirais même elles peuvent, dans la grande majorité des cas, créer une inflammation, elle-même génératrice d'une hyperperméabilité intestinale. Et bingo! Bah voilà. Et voilà. Je répète, les conséquences de cela sont une moins bonne digestion des protéines laitières au niveau de l'estomac. Ces protéines arrivent au niveau de l'intestin, sans avoir été digérées, et peuvent créer une inflammation elle-même génératrice d'une hyperperméabilité intestinale. Là, ils sont assez sympas. La paroi intestinale, aussi fine qu'une feuille de papier, devient poreuse. Pour ceux qui connaissent ça, un voyage surprise. Toujours là, ouais, merci. Eh oui. Et laisse passer au niveau sanguin des molécules qui activent le système immunitaire, les amis. C'est là que ça devient grave. 80% du système immunitaire est localisé dans l'intestin. De plus, le fin diamètre des globules de gras du lait, on se souvient que c'est transformé en microns,
Les globules de granulés homogénéisés de l'ordre du micron entraînent la possibilité d'un passage plus important de l'intestin au niveau sanguin et pourraient, ils sont sympas, ils pourraient entraîner des élévations des triglycérides ou du cholestérol au niveau hépatique. Ça, voilà. Moi, je ne me suis pas penchée là-dessus. Donc on va rester aussi... ça pourrait être un thème de voir ça plus en détail. Il dort. Ouais. Et ça, qu'est-ce que ça fait comme conséquence? Ça s'appelle le leaky gut. Je vais essayer de l'agrandir. Donc si jamais la source, vous pouvez voir Dr Axe. Le leaky gut, les amis. Une inflammation des intestins. Vous avez sûrement entendu parler de l'intestin irritable. Les conséquences de ça, les amis, c'est que regardez ce petit intestin-là, toutes ces petites valves, ces petits glis-glis là. On a des jointures. Vous voyez sur les côtés, je sais pas si vous... je montre que ce côté-là... Hop, attends. Si je mets mon doigt comme ça, je regarde sur la caméra... Non, c'est l'autre côté. J'arrive pas, je suis en miroir, je suis perdue. Bref. On voit que c'est très serré sur les bords. Et on voit ici au milieu, où il y a les petites flèches rouges, en fait, que ça s'ouvre, en fait. Les jointures se séparent. Tu vois? C'est bon, ok, c'est assez bien. Bon, ça va. Les jointures se séparent et elles vont commencer à laisser passer des choses. Des nutriments parfois, des médicaments, on voit, des choses qu'elles devraient pas, qui devraient pas passer. Notre barrière intestinale, qu'est-ce qu'ils disent là? Des toxines, des particules de nourriture, de la drogue, enfin des médicaments, des pathogènes aussi, qui passent au travers de notre barrière intestinale. Et la conséquence, c'est qu'on va retrouver dans notre sang des choses qui ne devraient pas y être. Et notre système immunitaire, il vient fou. Il vient complètement zinzin. Il se dit, les gars, là, mais qu'est-ce qui se passe, là? Alors, on va commencer à avoir des symptômes auto-immunes, d'inflammation, d'allergie, d'eczéma. Et on voit là, en fait, par exemple, les sinus tout le temps bouchés. Vous avez les sinus tout le temps bouchés? On va regarder ensemble... Enfin, ensemble, je veux dire, si cela vous intéresse, vous pouvez aller voir un nutritionniste, une nutritionniste, et vous allez pouvoir diminuer, voire complètement enlever le fait d'avoir tout le temps les sinus bouchés. Avoir les sinus bouchés, ce n'est pas normal. La thyroïde, des problèmes de thyroïde. Et moi, j'ai une hypothyroïdie, que j'ai toujours dit à mon médecin, un jour, je n'aurai plus ce problème-là. Je suis en train de travailler là-dessus, avec justement la nourriture, et je vois que ça s'améliore. Ce n'est pas encore de la guérison, parce que je ne parle jamais de guérison, mais d'amélioration. Mais, par exemple aussi, les allergies, j'ai retrouvé un message où j'écrivais à une amie, j'en peux plus de ces allergies, je prends double dose de médicaments parce que je prends 2 médicaments complètement différents parce que ces pollens, je n'en peux plus, je n'arrive plus. Et j'ai écrit ce message il y a 7 ans en arrière que j'ai retrouvé dans mes mails. J'ai retrouvé ça hier, quoi. J'étais là, oh. Et là, les amis, cette année, j'ai eu des allergies un tout petit peu légèrement au mois de janvier, et là, au mois d'avril, je n'ai rien eu. Oui, j'ai éternué 3 fois. Et je me dis, waouh, trop bien. Ce que j'ai mis en place là, ce que j'ai mis en place depuis 7 ans, commence enfin à faire des résultats, à avoir des effets. Alors, je prends tout ça avec des pincettes parce que
on est dans une société où, voilà, ce qui est acquis n'est pas forcément acquis à vie. Il faut vraiment, voilà. Et je me dis, bah oui, c'est ma sensibilité, les allergies, mais d'avoir pu vivre ce printemps sans devoir prendre de médicaments, sans avoir le nez bouché, les yeux qui piquent. Oui, j'ai eu un petit peu les yeux qui piquent quand même. Ouais, ça. Le nez bouché, tout le temps en train de se moucher et tout ça. Mais franchement, quel bonheur! Mais quel bonheur! Mais pour moi, c'est un vrai miracle, vraiment. Et mais aussi parce que j'ai tellement vécu de choses incroyables au travers de changements alimentaires que je me dis, mais purée, mais c'est ça la solution, arrêtons de nous bourrer de médicaments. Mais c'est un processus, ça prend du temps, ça demande parfois de l'énergie, parfois on ne l'a pas. Moi, il y a eu des périodes où je ne pouvais pas changer mon alimentation, c'était pas possible, je n'avais pas l'énergie. Alors voilà, peut-être il y a des personnes, elles vont changer leur train de vie, leur alimentation en 3 mois, et elles vont voir des miracles. Mais est-ce que ça va tenir dans la durée? C'est ça aussi, tu vois. Il y a un peu des fois le côté ouais, je change tout et tout, ouais, tout. Puis en fait, au bout de 3 mois, ben, elle retourne encore pire qu'avant, et ça fait encore pire des dégâts pour le corps qu'avant. Donc voilà, moi je préfère y aller piano, tranquille, un pas après l'autre, pour que chaque changement que je fais consciemment soit un changement qui soit acquis et permanent, tu vois. Et puis bah oui, ça prend du temps. Ça a pris 7 ans là. J'espère que je pourrai dire l'année prochaine vraiment que j'ai plus d'allergie, tu vois. Vraiment. Et j'espère que dans quelques années, j'aurai plus d'hypothyroïdie. Vraiment. Enfin voilà. Bref. Bon, on va pas parler de moi, comme ça. Mais oui, faut aussi parler de l'expérience. Après, comme on dit aussi en médecine, c'est pas parce que quelqu'un a vécu quelque chose qu'il va en faire une science et un dogme, d'accord. En médecine, on doit toujours attendre d'avoir des procédés de contrôle en double aveugle, randomisés, etc. Qu'après les gens fassent des analyses, méta-analyses, etc. pour prouver que oui, effectivement, au vu de la masse de personnes qui ont vécu la même chose et qui ont eu les mêmes résultats, on peut dire que faire ça amène une certaine amélioration qualité de vie, voire guérison. Mais tant que ce sont que quelques personnes isolées qui parlent de leur propre témoignage, c'est très subjectif et du coup, ça n'a pas de valeur. Voilà, ça n'a pas de valeur scientifique. Voilà, juste pour que ça y est, au clair. C'est super ce que tu as fait. Oui, bah écoute, moi j'aimerais surtout encourager les gens aussi à découvrir que des fois, par petits pas, on peut avoir de grands changements. Voilà, pas après pas. Et donc voilà. Voilà. Du coup, le leaky gut. Donc on l'a vu. Constipation, diarrhée, problèmes inflammatoires, fibromyalgie, rhumatoïde, arthrite rhumatoïde. Tout ce qui va avec aussi, l'anxiété, la dépression, l'acné, l'eczéma, le psoriasis, et puis oui, la fatigue des reins. Moi j'ai encore cette fragilité-là, vraiment une grosse fatigue des reins au niveau de l'adrénaline. Vraiment, l'intestin, il faut en prendre soin. Malheureusement, on est dans une société où c'est difficile, car pratiquement tout ce qu'on trouve de facilement mangeable et accessible, bon pour la bouche, bon pour les papilles gustatives, eh bien, est pas bon pour notre intestin. Mais on peut remplacer certaines choses. Et puis, il ne faut pas se priver de tout non plus, il ne faut pas être religieux. L'imperméabilité intestinale. En faisant passer des molécules dans le sang qui n'auraient jamais dû s'y trouver
protéines mal dégradées du lait par exemple. C'est susceptible d'entraîner un emballement du système immunitaire, c'est ce que je vous expliquais, donc apparition des maladies auto-immunes, inflammatoires, troubles articulaires, douleurs digestives, problèmes de peau, etc. Attention, l'intolérance au lactose est simplement liée à un déficit physiologique en lactase. Ça c'est différent, on en a parlé au début, donc vous pouvez revoir la vidéo au début si jamais ça vous intéresse. Et je répète que 75% de la population sont intolérants au lactose. Quel lait choisir? Eh oui, on en revient toujours à la question. Quel lait choisir? En résumé, quels critères pour choisir mon lait? Alors, je trouvais assez sympa là ce qu'ils ont mis comme. Donc la source c'est santéterrevivant.fr. Privilégiez un lait issu d'une ferme proche de votre domicile qui vous permettra d'identifier l'éleveur producteur. Bah oui, si c'est possible. Allez au marché, je l'ai déjà dit, mais voilà, après c'est pas toujours possible. Qu'est-ce qu'ils nous disent encore? Préférez un lait issu de bêtes nourries majoritairement à l'herbe. C'est l'assurance d'un lait plus riche en acides gras essentiels, donc le lait vivant, qui contient des vitamines, des protéines, des minéraux et aussi des oméga 3. Et puis c'est aussi meilleur pour l'environnement, moins de soja, de maïs utilisé pour nourrir les animaux et de trucs OGM et je sais pas trop quoi. En cas de problème de santé de type inflammatoire, donc tout ce qu'on a pu voir à l'instant, ou d'excès de cholestérol, ou de triglycérides, et de façon générale, quand c'est possible. Recherchez des laits et des produits laitiers non homogénéisés. Et c'est ça que j'ai cherché en fait justement. Et puis varier les laits, vous pouvez essayer les laits de brebis, les laits de chèvre. En nutrition, la diversité est synonyme d'équilibre. Voilà. Voilà quelque chose de très sage. C'est équilibrer, diversifier votre alimentation. Ne mangez pas que des briques. Voilà, voilà. Donc, je vais repasser en scène principale. Voilà, pour ceux qui me suivent sur YouTube, merci de m'avoir suivi. J'espère que le thème du lait ce matin vous a plu, vous a appris des nouvelles choses, vous a fait envie de découvrir d'autres laits. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner aussi pour la suite des thèmes. Et bien ça, je verrai. En fait, je sais pas encore tout à fait, mais on a plusieurs thèmes différents. Donc, merci de m'avoir suivi. Je mets juste une petite fin et je reviens tout de suite pour Twitch.